Je remercie infiniment les organisateurs de m'avoir invité. Sur la pathogénie de la myopie, vous savez bien que c'est assez passionnant parce que la courbure de la cornée est stable à partir de 6 ans. Donc, c'est vraiment la longueur axiale qui explique l'anomalie de réfraction. Et alors, vous savez que la sclère, c'est un tissu conjonctif donc qui est très organisé avec un renouvellement quand même au cours de la vie, même une fois que notre sclère continue à se remodeler. Et puis on explique que donc il y a l'environnement qui déclenche une cascade de signalisation visuelle dans la rétine, qui traverse la choroïde et qui va aller agir sur le remodelage scléral. Et quand on dit l'environnement, c'est vraiment au sens large, c'est-à-dire que ça peut comporter la lumière, mais différents types de lumière, différents types de longueur d'onde, différents rythmes de luminosité dans la journée. Et puis c'est aussi, vous savez bien, la focalisation des images. Donc tout ça agit sur le remodelage scléral. Et on dira à un moment tout à l'heure qu'il y a des voies métaboliques et des voies signalétiques particulières. Les facteurs génétiques, vous savez bien que c'est compliqué. Il y a quelques mutations avec des gènes qui obéissent aux lois mammaliennes pour les myopies syndromiques, syndrome de Marfan, de Sticker. Par contre, la plupart du temps, il s'agit de variants à risque, associés à un risque faible. Alors, peut-être qu'il y a l'accumulation de risques quand on a différents variants. En tout cas, il y a un nombre de gènes associés à la myopie qui a été découvert depuis une vingtaine d'années, qui est assez faramineux, plus de 400. Évidemment, tous ces gènes semblent plutôt en rapport avec le collagène, la sclère ou la rétine. Mais quelquefois, il y a des gènes qui n'ont pas de rapport évident, donc c'est des gènes candidats. Les facteurs environnementaux, on en reparlera bien sûr au cours de la journée. Il semblerait finalement que les facteurs génétiques s'expriment surtout à la faveur de l'environnement. La clé est peut-être là, et vous savez tous, donc le travail en vision de près, l'exposition à la lumière artificielle et la diminution du temps passé à l'extérieur sont les principaux facteurs. Mais il y a aussi le niveau d'éducation, l'urbanisation, le régime alimentaire riche en sucre qui aurait été associé à la progression à la myopie. Et on en arrive à l'épigénétique qui permettrait peut-être de moduler les relations entre l'environnement et les facteurs génétiques. Alors, l'épigénétique, donc, c'est l'étude des modulations à l'expression des gènes qui peuvent être transmises sans impliquer de modulation de l'ADN. Ça ressemble un petit peu, imaginez tous, on vous donne le même livre à lire aujourd'hui, et puis vous allez en garder un souvenir qui sera complètement différent suivant les individus, vous allez en parler à vos proches, et puis tiens, finalement, le ressenti du livre va être différent. C'est un petit peu ça, l'épigénétique, c'est les facteurs qui font que on va interpréter un livre d'une façon différente. Alors, il y a un aspect physiologique, c'est les différenciations cellulaires, le fait que dans nos individus, on a des cellules qui sont très différentes, mais elles ont le même génotype, mais un phénotype complètement différent. Et puis il y a un aspect pathologique qui serait une modification du phénotype induite par l'environnement. Les premiers qui se sont intéressés à l'épigénétique, c'était les Hollandais, parce que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les nazis trouvaient que les Hollandais étaient un petit peu trop complaisants vis-à-vis des Alliés, donc ils ont décidé d'organiser un blocus pour affamer la population. La ration alimentaire a diminué drastiquement et les gens ont souffert de la famine. Ce qui est dramatiquement intéressant, je dirais, c'est que il y a eu des conséquences, une fois que la famine a été terminée, non seulement chez les individus qui ont développé davantage de diabète, de maladies cardiovasculaires, d'insuffisance rénale, mais il y a eu aussi des conséquences chez leurs enfants, même sur les fœtus qui étaient in utero pendant la famine. Plus tard dans leur vie, ils ont développé des anomalies du métabolisme. Et il semblerait que la troisième génération présente aussi des anomalies du métabolisme. Donc vous verrez, il y a toute une série d'études hollandaises, c'est eux qui ont les premiers sont intéressés à ces choses-là. Comment l'environnement peut modifier des choses et que ces choses puissent être transmises aux générations futures. Alors, on va rentrer un peu dans les détails, vous vous souvenez, des cellules. Où est l'ADN, bien sûr, surtout dans le noyau, même si on en a un peu dans la mitochondrie. Et si on déplie donc nos chromosomes, on a ce qu'on appelle la chromatine, une espèce de bande d'ADN enroulé. Les histones sont des protéines autour desquelles l'ADN est enroulé. Alors les histones sont chargées un peu de présenter, d'enrouler ou de dérouler plus ou moins la chromatine, ce qui fera que ces gènes vont pouvoir s'exprimer plus ou moins. Et si on continue à dérouler, on aura la double hélice d'ADN. Des protéines avec l'étape de la transcription, l'étape de la traduction. On recopie l'ADN sans l'abîmer. On fait un ARN messager qui, lui, peut
traverser la membrane du noyau et aller dans le cytoplasme pour être à ce moment-là traduit en protéines. Et la cellule utilise donc le code génétique. Avec chaque triplet, on arrive à coder pour un acide aminé. Et les séquences d'acides aminés font des protéines, bien sûr. Et puis, comme je vous disais, donc on est des organismes complexes avec nos cellules ont le même génome, mais ce génome s'est exprimé de façon différente. La question, c'est comment font les cellules. Alors, vous vous souvenez qu'en microscopie électronique, quand on regarde le noyau, il apparaît assez hétérogène, avec une partie de la chromatine qui apparaît noire. Donc, c'est la chromatine qui est condensée, qui est inaccessible, inactive, et une partie de la chromatine qui apparaît claire. On dit qu'elle est active parce qu'elle va être l'information génétique va être accessible. Un peu comme dans le métro. Et donc finalement, vous voyez, ce lymphocyte ici, c'est un lymphocyte parce que l'information génétique qui a pu être utilisée et les informations qui auraient pu lui permettre de devenir un hépatocyte, un neurone ou un kératocyte restent enfermées. Alors, dans les mécanismes de cette différenciation cellulaire, il y a plusieurs éléments. Il y a la méthylation de l'ADN, il y a l'acétylation des histones, et il y a des ARN non codants. Et tous ces éléments ont besoin d'enzymes pour fonctionner. Donc, quelquefois, une façon de savoir s'il y a des mécanismes épigénétiques qui sont engagés dans un processus, dans un tissu, c'est d'aller doser ces enzymes, l'ADN-méthyltransférase ou l'histone d'acétylase. Bon, jusqu'ici, ça va. Donc finalement, ce qu'on appelle l'épigénome, donc c'est la structure de la chromatine, où c'est toutes les molécules qui permettent de maintenir à la chromatine son organisation. Et c'est une information, vous voyez, finalement, qui se superpose à celle de l'ADN. Un schéma, on peut remettre ces mécanismes, et puis quels sont les facteurs déclenchants des mécanismes épigénétiques, donc principalement le régime alimentaire, les médicaments, des expositions à des toxines, le stress oxydatif, le style de vie, tout ça va pouvoir agir sur ces mécanismes et avoir des conséquences sur les individus, des cancers, des maladies auto-immunes, du diabète, des maladies oculaires. On avait écrit quelque chose sur la DMLA, sur le sujet. Et on pourrait faire ça finalement, décliner ça vers la myopie en mettant nos facteurs environnement, ces mécanismes et la myopie. Et puis, envisager à ce moment-là des possibilités thérapeutiques, soit réprimer les gènes qui favoriseraient la myopie, soit favoriser des gènes inhibiteurs. Alors, on va pas vous gaver avec une série de choses, mais il y a quelques petites choses qui ont été montrées. Donc, le gène COL1A1, agit pour la synthèse du collagène scléral. Et il y a une étude qui a montré sur un modèle de souris myope, on avait une suppression de ce gène par des mécanismes de méthylation. D'autres auteurs se sont intéressés à des gènes candidats du risque de myopie et ont montré qu'il y avait des méthylations différentes. On revient un petit peu à cette histoire de remodelage scléral avec des voies métaboliques, des voies signalétiques. Vous voyez, il y avait toute une série, le guidage axonal, les facteurs de croissance, etc. Et il y a une étude sur une cohorte qui a donné lieu à plusieurs publications. On montrait donc l'action sur des gènes qui sont justement sur ces voies métaboliques et signalétiques. Donc pour conclure sur le sujet, vous avez vu, ça permet de comprendre un petit peu quelques mécanismes. C'est déjà utilisé pour valider des gènes candidats. Et après, l'avenir serait, on pourrait peut-être contrôler l'efficacité de mesures de prévention en allant doser les enzymes associées à la méthylation ou associées aux histones. Et après, l'idée, c'est, est-ce qu'on pourrait pas avoir un effet thérapeutique sur les voies signalétiques en agissant sur ces mécanismes? Voilà, je vous remercie.